La communication, c'est pas tant ce que tu dis que ce que l'autre comprend. Allez, c'est bon. Ok, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Encore une fois, j'ai une belle surprise pour vous avec un invité de choix, Greg Harvis, conférencier, mais surtout manager de manager, c'est ça? Comment tu te décrirais? Ah, c'est rigolo ça. Bonjour déjà. Comment je me décrirais? Moi, souvent, je me décris comme un conseil pour les entreprises. Quelqu'un qui rentre dans une boîte pour essayer d'aider au mieux, oui, le collège manager. Donc, j'accompagne les managers à manager. Et je suis un ancien manager. Donc, un manager de manager, c'est pas mal. Ouais. Super. Ce qui est incroyable avec Greg, c'est que là, vous le voyez tel qu'il est. Et Greg, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans des très très grosses entreprises, vraiment des très très grosses entreprises, en jeans et en hoodies pour négocier d'énormes contrats. Mais c'est sa marque de fabrique, c'est un mec qui est authentique. Et je pense que ça aussi, ça plaît ce côté-là. Oui, ça plaît ou ça plaît pas d'ailleurs. Ouais, tu t'en fous. Bah, je m'en fous un peu, ouais, parce que quand ça plaît pas, je m'en fous. Ouais. Parce que ça veut dire que c'était pas fait pour moi et j'étais pas fait pour eux. Après, je le cultive pas forcément, mais c'est ouais, c'est mon unicité. Donc, bon, bah, des fois, ça m'est même arrivé qu'on ne veuille pas me laisser rentrer. Donc, des fois, c'est un peu emmerdant. Mais bon, c'est sympa. Non, ouais, je suis comme ça. Ce que j'apprécie aussi avec Greg, c'est que dans son domaine d'activité, il est vraiment très pointu, très carré. Bah, il va vous parler de son parcours. Mais il y a aussi toute une dimension spirituelle, une dimension aussi gestion de l'humain et du stress. Et comme cette chaîne est dédiée au stress, à la sérénité, il nous parlera aussi, s'il veut bien, justement de cette dimension et en quoi le fait de savoir bien gérer son stress peut être aidant pour des dirigeants et des cadres, au même titre que monsieur et madame tout le monde. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à tout ça? Parce que tu as un parcours assez atypique. Oui, avec plaisir. Par où j'attaque? Mon premier parcours, je pense que je suis un gamin de boucher. Ça c'est pour nous. On l'avait dit, on est au Mexique, tous les podcasts, toutes les interviews que je vais faire au Mexique alors qu'on leur a bien spécifié de ne pas venir. Ils sont là, on travaille notre sérénité et je vais ouvrir la porte une nouvelle fois. Et moi, tu veux que je continue à raconter qui je suis? Je peux. Hein. Ah oui, tu peux, ouais. On va voir, ça se trouve, on est en train de nous livrer à manger, je sais pas. Voilà. Ah non. We are working, we will come back later. C'est génial. We are working. C'est excellent sur une chaîne de sérénité comme on a à le gérer H24 ici. C'est le Mexique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il vaut mieux être dans le lâcher prise, dans rester correct avec les gens, mais vous attendez pas à ce qu'ils vous comprennent, même si vous êtes le plus précis possible. Ça doit être un challenge pour les managers. D'ailleurs, je me rappelle que mon père, il y a 25 ou 30 ans, il avait été embauché par Renault pour une mission pour gérer des Mexicains au Mexique. Oui. Et en fait, il faisait venir que des Renault, que des Français, parce que c'était extrêmement difficile et que c'était des missions de 5 mois, parce que les gars devenaient fous, tu vois, au bout de 5 mois. Parce qu'ils n'écoutent pas. C'est le risque et des fois ils n'écoutent pas, mais moi j'adore le dire, tu vois, tu parles de manager et tout, c'est ce que je dis souvent dans les phrases, c'est la communication, c'est pas tant ce que tu dis que ce que l'autre comprend. Et ça, bon voilà, nous on est au quotidien, là ça fait quelques jours qu'on est dans cet hôtel-là et il va y avoir ce que tu dis et il va te dire yes, mais en fait il a rien compris. Il nous est arrivé ça à midi, moi j'ai commandé un verre de vin rouge, donc en anglais, glass of red wine. Et en fait, j'ai eu un cappuccino. Donc, dans ce que j'avais dit, ça me semblait clair, mais dans ce qui avait été compris, non. Et pourtant, dans les consonances, on se dit cappuccino, red wine. Bah, pourtant, c'est ce qu'il y avait. Mais voilà, c'est le Mexique. Et quand on le sait, ça n'a rien de s'énerver, autant rester élégant et prendre les choses avec le sourire. Puis, est-ce que c'est bien grave? En plus, ça sert à rien de s'énerver. Parce que c'est vrai qu'en France, les gens ont tendance, tu vois, à s'énerver pour avoir ce dont ils ont besoin, entre guillemets. Parce que c'est une des stratégies, malheureusement, en France qui est efficace. Ouais. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Mais pour revenir à la sérénité,
Et comment justement ça aide les managers de haut niveau, parce que tu travailles avec des managers de haut niveau, des dirigeants de haut niveau, et en quoi c'est important la gestion du stress dans ces postes à responsabilité? C'est la clé, et pour t'en finir, on était parti sur d'où je viens, qui je suis. Ah oui. Et je vais embrayer avec ça parce que ça fait un vrai lien avec la sérénité. Je racontais que j'étais un gamin de boucher et que c'est une de mes formations les plus importantes parce que justement ce sont des métiers pénibles, durs, où on est toujours dans la tâche, tu attaques très tôt le matin, tu finis très tard le soir, tu as des labos à nettoyer mais tu es boucher traiteur, donc tu travailles la semaine, le week-end, et je travaillais donc en famille avec mon père et mon frère et les employés, et moi j'étais plus jeune. Donc j'ai commencé à 8 ans, j'étais dans les basques de mon père. À 10 ans, j'étais week-end et vacances. Et à 14 ans, je commençais à traiter mes premiers petits événements tout seul. À 16 ans, je commençais à faire des baptêmes. À 18, je traitais une équipe tout seul. Et là, on commence à toucher un peu la pression parce que vous êtes dans le regard du père, il faut être bon, il faut bien faire. Vous êtes le fils du patron. Donc tout ce qu'ils n'arrivent pas à dire à votre père, parce que moi, il avait un peu une grosse personnalité. Donc c'était moi qui prenais. Et j'étais ce qu'on appelait un sanguin. Le surnom de mon père c'était la Braise et mon surnom c'était la petite Braise. Ça pose le décor. Et j'avais eu ce surnom parce que originaire de la campagne, suite à une petite bagarre qu'il y avait eu à un bal. Et un mec qui m'avait dit « Ah, la petite Braise !» Et j'étais super énervé encore dans ma bagarre, tu sais. J'ai dit « Pourquoi petite ?» Tout le monde était mort de rire et il m'avait dit « Parce que la Braise, c'est ton père. » Et là, j'étais fier, tu vois. J'étais la continuité. Et ça a été ma découverte du management, de la relation humaine par le travail, en fait. Par le travail pénible, par le travail avec des équipes sur des métiers durs, sur des profils, des personnalités dures. Et je me suis dit, jamais je ferai ce métier, c'est trop compliqué. Sauf que j'ai fait une prépa, après j'ai fait une école de commerce pour faire court. Entre-temps, j'ai voyagé, ça a été une grosse partie, un moment très important de ma vie. J'ai fait un break d'1 an où j'ai fait l'Afrique noire en 4x4 tout seul, justement un peu pour m'émanciper de mon père, pour m'émanciper de ma famille, dire voilà, je voyage. J'étais de la Creuse, donc j'avais pas beaucoup bougé. Et j'ai rencontré l'Afrique noire et la différence, quoi, très clairement. Et puis traverser des pays comme la Mauritanie, enfin, c'était très très dense. Et puis bon, après j'ai repris les études. Et premier poste, directeur des opérations dans une holding CLC Finance, ça s'appelait, spécialisé dans l'hôtellerie, dans le tourisme fluvial. Donc j'ai fait ça 3 ans. C'était énorme. J'ai commencé à manager du multisite. Donc il pouvait y en avoir en Italie, il pouvait y en avoir en France, il pouvait y avoir des bateaux, il pouvait y avoir des usines de construction de bateaux. Je manageais tout un tas de trucs dont j'y connaissais rien en fait. Je connaissais rien à la technique, donc j'étais obligé de m'appuyer sur l'humain. Ça a été vraiment ma première approche à devoir m'appuyer sur les hommes et surtout à que les équipes me suivent alors que j'étais moins compétent qu'eux. Challenge. Énorme challenge. Je pouvais pas les amener par ma connaissance technique. Donc il fallait que je les amène par autre chose. Et souvent je les amenais par ma gestion émotionnelle d'ailleurs, parce que par rapport au flot de choses qu'on avait à faire, j'arrivais à mieux gérer le flot et à mieux dispatcher les tâches. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à comprendre 2-3 leviers. Et derrière, j'ai eu une grosse opportunité de reprendre une direction d'hôtel aux Seychelles. C'est ce que je suis parti faire pendant 3 ans aussi, une grosse expérience. Danse où j'ai bossé énormément. Et là, j'ai été confronté pour la première fois de ma vie au racisme, mais vis-à-vis de moi. C'était le premier blanc qui voyait la tête et ça a été assez compliqué. Mais bon, expérience, les premières années de travailler 365 jours de suite non-stop. Donc, on apprend à... Est-ce qu'à cette époque tu savais gérer ton stress ou est-ce que tu compensais, tu tirais un peu sur la corde, comme on dit? Je compensais, je commençais à compenser un peu à la fin pour différentes choses. Donc des fois par un petit coup de vin blanc le soir,
réellement, c'était pas bien du tout, mais je l'ai eu fait. Je gérais mal la pression parce que là c'était ce qu'on appelle une vache à lait, le business, c'est-à-dire que c'était un business qui crachait beaucoup d'argent pour le fonds qui était propriétaire, qui était des Sud-Africains. Donc on dégageait plus de 3 millions annuels, donc c'était beaucoup, et en dollars, mais ils en voulaient toujours plus. En marge, en résultat. Donc ils voulaient toujours aller chercher plus que ça, et moi j'avais pas 30 ans à l'époque, j'avais moins de 30 ans, j'étais un des plus jeunes à ce poste-là, j'étais très fier de ça, mais la fierté que j'avais qui nourrissait mon ego en parallèle, elle m'empêchait de dormir, elle me faisait perdre des cheveux, elle me faisait perdre du poids, elle me faisait boire du coca fréquemment, enfin voilà. C'est là où mon corps a vraiment changé. J'étais plutôt tonique et je me suis un peu engraissé. Non, ça a été une expérience apprenante, mais dense. J'avais fait le MBA que j'avais fait, ce qui me plaisait, c'est que le tronc commun, c'était le dev perso à l'époque, qui était très très rare. J'avais appris l'analyse transactionnelle, la CNV, un peu de PNL. J'étais coaché là-bas. Donc, c'était à quel endroit? À Pralin, aux Seychelles. C'est une petite île. Tu as fait un MBA en même temps que tu avais ces responsabilités? Non. C'est le MBA qui m'a donné ces responsabilités. D'accord. Le MBA, je l'ai fait à l'école de Savignac, en Dordogne, qui est une petite école consulaire, donc qui a bien grossi, mais qui était la concurrence de Lausanne à l'époque, et qui l'est encore d'ailleurs, mais vraiment spécialisée sur les métiers de direction dans l'hôtellerie internationale, donc tu étais formé, entraîné pour ça, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait moi. J'avais fait ça parce que ça te donnait ouverture au monde et pouvoir bouger, travailler un peu partout. C'était un secteur qui me plaisait énormément. Et ça marchait super bien, pour le coup j'avais bons résultats et du coup j'avais plusieurs offres qui s'offraient à moi parce que c'est souvent des contrats courts qu'on fait sur ces métiers-là, 2-3 ans et puis tu bouges. Et au bout de 2 ans, j'avais l'opportunité de devenir numéro 2 du Shangri-La Hotel à Kuala Lumpur, ce qui était énormissime, parce que c'est ce qu'on appelle un gros porteur. Plus de 1000 employés, enfin bon, c'était assez énorme et j'allais le faire car malheureusement mon père est décédé brutalement. Cancer foudroyant, un moment très très dur pour moi parce que j'étais proche de lui. Et même si géographiquement on était très loin, on s'appelait tous les jours. Et c'était quelqu'un qui comptait. Et là, c'est un peu le château de cartes qui s'écroule parce que une semaine derrière la mort de mon père, on découvre un cancer au dernier stade à ma mère. En parallèle de ça, ma femme qui était très proche de mon père, une histoire lourde remonte de son côté parce que ça lui fait aussi un choc. On trouve une maladie auto-immune à mon frère. Enfin, c'est le château de cartes. Wow. Le lundi tout est beau, le lundi qui suit tout est noir. C'est réellement ça. Et là donc du coup je pars pas, je dois partir et puis je décide de rentrer en France pour m'occuper de moi. Parce que j'en ai besoin, mais aussi bien sûr pour m'occuper de ma mère, pour m'occuper de Stéphanie, ma femme, pour être proche de mon frère en France. Et je décide de rien faire, sauf que je tiens une semaine. Parce que quand on est dans des rythmes comme ça, tu vois, je me suis dit justement, je vais me mettre dans une bulle, pas pour, je vais souffler. En fait, j'ai vraiment eu cette image du lion en cage, mais vraiment. J'avais pas quoi foutre de moi, j'étais super violent, en colère. Donc il y avait des potes qui avaient racheté des apparts à Limoges. On avait nous un petit appart là-bas. Et je suis allé aider à casser des murs, à évacuer des gravats, ça m'a fait du bien. Ça les a aidés. Et puis un pote qui bossait chez Decathlon, il me parle de ça, avec qui je pétais les gravats. Il dit, ça ne te dirait pas de bosser chez eux? Ouais, j'étais sportif, je faisais du management, pourquoi pas. Ça s'est fait très bizarrement et je suis rentré chez Decathlon. Voilà. Donc tu as pris la direction du magasin de Montpellier tout de suite ou Non. J'ai demandé, je voulais aucune responsabilité. L'opposé. Les gars, ça les a fait rire. Non, j'ai commencé comme vendeur au rayon haut à Limoges. Ok. 15 jours avant, j'étais patron de 200 personnes, 3 millions de résultats. Beaucoup de pression. 15 jours après, je suis vendeur à Limoges. Au début, ils pensaient que je voulais pas, de façon concrète, en enlever un zéro à mon salaire. Voilà. C'était vraiment ça ce qui s'est passé. Mais c'était rien à voir avec l'argent. J'avais en plus réussi à mettre un peu de côté, donc j'avais le luxe de ne pas être obligé. Et
Mais ce qui est top, c'est que directement, je prends énormément de plaisir. Par l'action, je retrouve avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui ont une dynamique, et donc je m'éclate direct. Et puis au bout de 15 jours, il manque un responsable de rayon, on propose, j'accepte. Forcément, ils savaient à peu près ce qu'ils faisaient, je pense. Ils avaient vu ton CV. Ils avaient vu un peu le truc. Au bout de 2 mois, il manque un responsable d'exploitation, on propose, j'accepte, en gardant le rayon. Et au bout de 6 mois, on vient de voir, il y a un magasin qui s'agrandissait à Vichy. Et il fallait un mec pour faire ça, mais qui soit très indépendant parce qu'il y avait une fusion de région où le directeur régional n'avait pas le temps de s'en occuper. On me le propose, j'accepte, on me dit que j'ai carte blanche, donc je m'éclate. On fait un truc à la grecque pour le coup, mais tellement à la grecque que on ne le fait pas à la Décathlon. Donc je mets en place des choses qui ne se font pas chez Décathlon. Donc je fais des pubs où je mets les vendeurs en photo aux arrières de bus. On fait des jingles, des spots radio sur les antennes de Vichy, on prend du truc au régional, et ça se fait pas. Tellement pas que ça se fait remarquer par très haut. Et on veut me parler. Et je me dis merde, je vais. Et en fait, parce que le fondateur de Décathlon à l'époque, Michel Leclerc, était contre faire communiquer les vendeurs, il voulait qu'on communique que sur le produit. Et moi j'avais plutôt l'humain en vision et je disais il faut qu'on communique sur les deux. Mais je pensais vraiment pas faire une connerie comme ça. Et pour le coup ça n'a pas été une connerie, donc on m'a repéré. Et ils m'ont dit c'est génial. Et du coup après ils l'ont dupliqué un peu partout en France pour le coup. Mais moi voilà, ça m'a mis en photo et de ce fait là j'ai eu droit à plein de belles formations. On m'a estampillé, c'est les grands termes, mais espoir de la boîte, on était quelques-uns comme ça. Et du coup, je suis allé donner un coup de main pour ouvrir la République tchèque. Ça s'est bien passé. Et puis après, j'étais validé patron de pays pour reprendre un quart de l'Inde. Et on était parti à Bangalore avec Stéphanie, mais Stéphanie a dit l'Inde, non, ça va pas être possible. Non, c'était très compliqué. J'avais pas le droit de conduire, elle n'avait pas le droit de travailler, on devait vivre. C'était en quelle année? C'était en 2008. Ouais, 2008. Et donc j'ai dit stop, sauf que j'ai été passé ce qu'on appelle en comité de mute, tout a été fait, alors je me suis dit je vais démissionner. Et ils ont été super, ils ont dit écoute, il y a un gros projet à Montpellier, c'est le plus gros magasin mondial, il faudrait le faire, avec une mission, voilà, j'ai repris Montpellier. Ça s'est super bien passé, j'avais une mission commerce France au bon, voilà, c'était juste génial, ça marchait super bien. Et donc validé patron de pays, on commence à me proposer quelques pays. Je dis non parce qu'on était bien à Montpellier. Et Stéphanie avait créé sa boîte aussi de formation d'anglais, donc ça marchait bien. Et puis bizarrement, je dis un pays que je voulais vraiment, mais que je me dis qu'il va ouvrir dans longtemps, que ça me donnera le temps. Et on est là aujourd'hui, je dis j'aimerais le Mexique. Parce que j'étais déjà venu en vacances, ça m'éclatait. Et un mois après, ils viennent me voir, ils me disent bah écoute, le Mexique c'est bon, c'est pour toi. Trop tôt. Et malheureusement, j'ai encore un fait de vie très lourd. Mon frère décède brutalement, suicide. Et là, ça me met un énorme coup, mais je fais ce que je sais faire de mieux, je me renferme dans le travail, à tout va. Je fais que bosser, et là, je gère rien. Je gère surtout pas ma tristesse, je gère pas ma colère, je mets un beau gros tapis sur tout ça. Et puis un mois derrière le décès de mon frère, je fais un choc septique et une septicémie. Et moi je manque moi-même de mourir. Et là, un jour et demi après avoir fait ça, je suis à Nîmes, je suis en train de négocier avec le médecin qui vient de me voir, de ne pas me faire d'arrêt de travail, parce que je lui dis que je suis cadre dirigeant, que j'ai pas besoin d'arrêt de travail, que je peux gérer. Et le mec il croit que je blague, sauf que je blague pas, et moi en fait j'ai pas compris ce qui m'était arrivé, j'ai pas compris ce que j'avais fait. Et là il y a Stéphanie, ma femme qui est à côté de moi, qui vrille complet. Et j'entends juste la fin de la phrase, elle dit si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit si tu fais pas pour toi, fais-le pour moi. Mais je dis mais quoi? Et là elle hurle mais prends soin de toi putain, prends soin de toi. Et là ça fait tac, un insight là-haut, ça c'est des fils se sont touchés. J'ai vu que que j'avais eu, tu
vois, j'étais formé en PNL, en plein de trucs. Analyse transactionnelle, j'avais même fait de la psychopatho, j'avais fait plein de trucs. Et j'appliquais rien. J'appliquais rien du tout. Donc j'ai fait OK. Et là ça a commencé. Du coup derrière une septicémie c'est cool. Parce que tu peux plus rien foutre. Ok. T'es le loc. Là t'avais pas le choix en fait. J'étais à l'arrêt. Je pouvais plus. Là une fois que l'adrénaline et la morphine étaient tombées, je peux te dire que. Oui, il fallait un arrêt de travail, parce que ça a été un combat, tu commences à pouvoir te redresser, après au bout d'une semaine tu arrives à faire le tour de ton lit, au bout de 15 jours tu peux te laver tout seul, enfin bon c'était chaud là. Et j'ai eu une chance extraordinaire, j'ai eu aucune séquelle grave. Et là pendant le temps de me remettre et d'arrêt de travail, j'ai décidé que la vie que je vivais n'était pas la bonne. Et donc j'ai décidé il y a 8 ans maintenant, de créer ma boîte et j'avais une baseline, je vais accompagner les dirigeants et leurs sociétés à performer, mais que ce serait une conséquence, la performance. L'idée c'est qu'ils soient bien dans leur pompe, que leurs équipes soient bien dans leur pompe, et si tout le monde est bien dans leur pompe, la boîte elle va marcher. Je suis parti avec ça. Et puis ouais, ça le fait bien. Aujourd'hui on a des groupes comme Alstom, Caisse d'épargne pour Decathlon, Leroy Merlin, Zimmer Biomet, des boîtes un peu, des gros, des petits aussi, des startups dans le médical, on en a pas mal parce qu'on est basé à Montpellier. Il y a pas mal de trucs dans la medtech. Et comment les grosses entreprises comme ça prennent ce discours de bon, quel succès, ce sera l'effet secondaire et on focalise d'abord sur autre chose au premier abord? Ou est-ce que c'est des négos, ou est-ce que tu dois leur enseigner ou leur expliquer C'est plus simple maintenant parce que c'est devenu un peu plus dans l'air du temps depuis le post-Covid. Depuis 2 ans là, la génération Z aide beaucoup. Quand j'ai attaqué, c'était un peu moins présent. Et de façon très pragmatique, je leur prenais des lignes de leur compte d'exploitation où on allait analyser les turnovers dans l'entreprise, des personnes partaient, ou les personnes en arrêt de travail, ou les problématiques managériales de rétention. Et je leur montrais ce que ça leur coûtait. Et voilà. Parce qu'il faut aller sur du concret, quoi. Là, ça vous coûte 1 million par an. Je peux vous assurer que si on bosse un peu, vous allez gagner des sous là-dessus. Donc ça fait pas très glamour comme ça. Ouais, tu vas les rencontrer en fait dans leur langage, dans leur façon de voir le monde. Ouais. J'étais obligé de prendre cette clé-là pour dire ok, on a une valeur, quoi. Ce que je vais vous amener va faire quelque chose. Et puis après on allait très vite sur eux, quoi. Sur eux, et comme moi, le côté Sois fort qui est tellement inscrit chez beaucoup de dirigeants, responsables d'entreprise, il y a un Sois fort très marqué, un Sois parfait aussi très marqué. Donc on allait je vais sur ce schéma-là, c'est encore la même chose. Pour expliquer qu'il y a des choses concrètes à mettre en place qui leur feront du bien à eux, qui fera du bien à leurs équipes et qui va leur permettre d'être meilleurs. Et c'est quoi concrètement ces choses à mettre en place? On est sur du concret de chez concret. Enfin là, quand on travaille sur eux, on va être sur des thématiques, quoi. On va rentrer sur du momentum, on va rentrer sur un rythme de journée, on va rentrer de quand est-ce que vous faites quoi et pourquoi. Est-ce qu'à un moment vous êtes capable de lever un petit peu la tête et de respirer? Non mais quand tu arrives avec ça, alors comme moi j'étais, c'est un gros mot presque, quoi, tu vois. Ouais, de quoi vous me parlez? T'es qui, toi? J'ai pas que ça à foutre. Ouais, okay. Et on parle de la différence entre efficience et présence, entre faire des heures et faire des heures efficaces. Donc on va éplucher un petit peu, au début quand je suis avec du top management, on va vraiment éplucher l'organisation. Le rythme de journée est très vite, très vite, on s'aperçoit que c'est une somme de routines qui sont pas les bonnes, quoi, personnelles, et des sommes de routines après plus, tu vois, de métiers, de structuration managériale qui sont mais qui sont des vieilles habitudes. Attention au vocabulaire si on veut pas se faire striker sur YouTube. Attends pour moi. Ils sont vraiment pas mal. On fera les bips. Oui, c'est vrai.
Non, mais c'est... Et pourtant, le terme, il est bon. Il est vulgaire, mais il est bon parce qu'il y a des choses... J'adorais cette histoire là dans un bouquin, c'est Donnez et vous recevrez, de Philippe, je crois qu'il s'appelle Morancy. Il raconte l'histoire d'une petite fille qui voit sa maman cuisiner un gigot d'agneau. Et à chaque fois qu'elle fait ce gigot, la maman elle coupe l'os pour la mettre au four. Et la petite dit non, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit oh, bah, je sais pas, demande à ta grand-mère, elle a toujours fait ça. Et la petite elle va demander à la grand-mère, elle dit mais pourquoi tu fais ça? Elle dit bah c'est ma mère qui faisait ça. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Elle dit bah oui, parce qu'à l'époque on avait le four qui était trop petit, alors on coupait pour qu'elle rentre. Et la petite dit oui, mais maintenant on a le four qui est. Je dis bah oui, mais on a gardé l'habitude. Mais aujourd'hui dans les entreprises il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Les sociétés se développent extrêmement vite, l'humain se développe extrêmement vite, mais on garde les mêmes habitudes, les mêmes façons de faire, et parfois les mêmes mauvaises habitudes. Donc on a du top management qui font des réunions, ils appellent ça CODIR, COMEX, COFIL, COMOP, enfin il y a plein d'appellations qui paupérisent leurs agendas. Ils se retrouvent parfois à avoir dans leurs agendas accepté 3 réunions à la même heure. Voilà. Est-ce que c'est le fait qu'ils ne savent pas dire non ou ça vient d'où en fait C'est le fait que le présentiel et le pouvoir est dans la présence sur ces types d'organes. Et dire non pourrait dire que je suis feignant, on pourrait montrer que je ne suis pas présent, on pourrait... Mais dire oui à 3 réunions au même moment, il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est ok, c'est admis, en fait, c'est très particulier. Et aussi, ouais, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Enfin, c'est un monde qui se veut à part et qui n'est pas si à part que ça, mais... Et c'est pour ça que c'est bien après de... Enfin, moi, je trouve ça bien. Et c'est dans tous les cas ce que j'essaie de faire, de pouvoir regarder ça aussi facilement et tranquillement que c'est. Parce que c'est aussi un monde qui aime bien se gargariser de mots complexes ou d'abréviations, de verbatim qui fait intelligent, alors que ça va, c'est pas très compliqué parfois, mais on aime bien se rendre compliqué. Et du coup, ça fait beaucoup d'être stressé. Et moi, j'aime bien travailler en haut sur les directions parce que si on réussit à les détendre un peu en haut, je me dis qu'on va aussi détendre la chaîne, quoi. Ouais, que ça va un petit peu comme un écho sur tout le reste de l'entreprise. Ouais. Ça va se répandre. Mais c'est challengeant parce que des habitudes ancrées dans des systèmes, pour les faire bouger, c'est très compliqué. Et il faut réussir à amener le sens. Par exemple, quelqu'un justement qui est dans succès douloureux, à partir du moment où tu commences à lui transmettre certaines clés et qu'il commence à avoir des résultats, comment ça se passe ou quelle est la réaction? Est-ce que la personne, ou toi, tu as besoin d'insister, de réancrer ou de remotiver, ou la personne comprend assez rapidement que ça peut être bénéfique justement de travailler sur sa sérénité avec plein de techniques? Voilà, déjà tu l'as tout dit, c'est le côté de... Il faut être sur du concret. Quand tu vas dans ta question, tu expliques le succès concret, que ça va lui amener du résultat. Quand on travaille à ce type de collège, ce type de métier, c'est à 95% hyper concret. Donc moi, mon job, c'est de leur amener des solutions qui vont leur faire du bien. Donc ça va être toute une somme de détails, on va les prendre en fonction, je vais vraiment dire n'importe quoi, on va avoir un dirigeant qui est hyper stressé, qui a plein de boulot, machin, et que quand on décortique, on dit ok, il se réveille, en fait il met tous les jours son réveil à 6h, mais il snooze jusqu'à 6h30. Donc on va aller travailler. Ça veut dire qu'il rappuie sur son réveil, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression. Rappuie, et le gars il se lève que 30 minutes après qu'il ait dit ce qu'il avait programmé. Donc c'est vraiment un truc, un exemple parmi tant d'autres. Et là on
va travailler ensemble, dire ok, maintenant choisis ton heure de réveil. C'est 6h, c'est 6h15, c'est 6h30, c'est pas le souci. Tu peux même être 7h. Par contre, à partir du moment où tu vas décider que tu te réveilles, tu te réveilles. Parce que là, tu vas pas habituer à avoir une programmation neuronale qui va te dire ok, je m'excuse. Il y a souvent ça, je m'excuse. Et on va essayer de lui faire mettre quelque chose qu'il aime bien derrière. On arrive à tendre de mieux en mieux sur de la méditation, parce que c'est quelque chose aussi qui a un peu le vent en poupe, mais à chaque fois de le relier concrètement ce que ça va t'amener. Et là, généralement, sur cet exemple-là, du choix du réveil et de se lever tout de suite, de boire un verre d'eau, de se mettre en énergie, avec 95% du temps, il dit c'est fou, mes journées ça s'enchaîne beaucoup mieux. Donc on est sur du concret, sur un petit exemple simple qui leur amène du résultat concret. Et puis après, bon là c'est vraiment un détail que je donne, mais on fait toute la bobine comme ça, sur tout un tas de choses. Et après sur des tâches aussi concrètes de leur métier, qui leur facilitent leur quotidien et qui leur permettent d'avoir plus de temps et d'être meilleurs. Et généralement, au bout d'un mois, c'est ancré en fait, ça s'ancre par eux-mêmes. Le job, c'est de vérifier qu'ils ne retombent pas un peu dans leurs écueils de temps en temps, notamment quand ça monte en pression. Mais bon, là, il y a tout un accompagnement là-dessus. Et très vite, généralement, quand on a fait le dirigeant, il veut que ça se passe sur son COMEX, et quand on a fait le COMEX, ils veulent que ça se passe sur leur manager. Et ça, c'est génial. Là, on est au bon endroit parce que c'est en train de découler. C'est très très cool. Ouais, c'est vrai que c'est plus intéressant d'aller tout de suite à la tête, comme ça, il n'y aura pas à justifier avec des gens de plus en plus dans l'opérationnel ou dans le concret, autant tout de suite aller en haut, et puis après c'est lui qui fait descendre. Et ce qui me marque, c'est que souvent jusqu'alors, je vais faire une généralisation, mais c'est plus simple d'aller bouger la tête. Ok. C'est étonnant, hein. C'est étonnant. En tout cas, moi, ça m'a étonné. Et j'avais plutôt la vision qu'il serait plus réfractaire. Et en fait, non, souvent, plus tu descends sur le manager opérationnel, plus il est dans la technique, et plus pour faire cette technique, il a ses routines, ses habitudes. Quand on commence à leur déplacer ça, c'est plus, ça freine. Okay. Mais bon, pareil, la même chose. C'est qu'est-ce que j'ai à gagner, est-ce que ça me facilite? C'est oui, non. Et après, moi, dans ma posture, c'est d'être vigilant. Il y a des fois, ça ne marche pas, quoi. C'est ok. C'est aussi à moi de m'adapter. C'est l'idée. Et justement, dans ces techniques que tu peux utiliser, donc avec des dirigeants importants, avec des équipes importantes ou des groupes importants, quelles sont les clés que monsieur et madame tout le monde pourraient retirer de ce type de travail pour appliquer dans leur quotidien, ou des astuces, on a parlé de routine, ou des choses comme ça? Ce serait quoi, selon toi, un ou deux éléments qui pourraient être facilement transposables pour des gens qui n'ont pas forcément de responsabilité et qui voudraient justement s'apaiser, puisque aujourd'hui, dans le monde incertain dans lequel on vit, c'est quand même une clé qui est importante et trop négligée. Ouais, moi je le remets souvent, c'est aussi avec tout à l'heure représentant, tu parlais un peu de spiritualité, des choses que je peux expérimenter. Là, le Mexique, je connais un peu parce que je suis venu travailler à quelques reprises spiritualisé en chamanisme ici. Et quand tu travailles avec ces techniques-là ou avec des religions, mais sans être dans la théologie, ou le sens, le pourquoi. Et moi, je pense que c'est ça le plus important, que ce soit... On est tous des monsieur et madame, tout le monde, en fait. Tous. Même le gros, des plus gros que j'accompagne, il y a plus de 60 000 employés, il gère des milliards de chiffre d'affaires. Pour moi, c'est un monsieur et madame tout le monde, en fait. L'étiquette des milliards et des nombres d'employés, c'est un moyen dans sa vie. Et il a pris ce moyen pour vivre, mais pourquoi? Tout ça, pourquoi? Pourquoi faire? Et je pense que pour tout le monde, toi, moi, tous ceux qui écoutent là, le pourquoi il est où? Alors souvent, c'est le gros adage du dev perso, où même des fois, j'écoutais, je dis, ah, vas-y.
Mais c'est tellement important. J'essaie, moi, d'amener ça à chacun, moi, déjà de me l'appliquer. Ok, je respire, je suis là, pourquoi? C'est quoi mon sens? Les actions quotidiennes, elles viennent servir quel sens? Et ça, savoir se poser la question, mais vraiment, sciemment, consciemment, et de prendre le temps, et même de se prendre peut-être une heure, un jour, de se poser vraiment, c'est quoi mon sens? C'est quoi ma vie à moi, de Cédric, de Greg? Je suis là pour quoi faire? C'est quoi qui est vraiment important? Et de ce fait-là, après, d'essayer d'avoir des actions qui viennent nourrir ce sens-là, quoi. Des actions stratégiques dans ce sens-là. Mais justement, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, vas-y. Et justement, comment quelqu'un qui n'est pas accompagné pourrait commencer ce chemin? Parce que justement, ce monsieur qui a une haute position et qui est aussi monsieur tout le monde, en fait, il a des ressources qui lui permettent de pouvoir se faire accompagner. Et peut-être que d'autres n'auraient pas. Mais comme on est tous les mêmes, justement, quelqu'un qui voudrait commencer ce chemin, alors que ce soit un cadre ou que ce soit peu importe, et qui a envie de commencer par lui-même, alors on est d'accord, hein, c'est extrêmement plus difficile quand on doit le faire tout seul et quand on n'est pas accompagné, pour plusieurs raisons, mais ce serait quoi la première et la deuxième étape, selon toi? Pour moi, moi j'aime, et je le fais par moi-même, je suis accompagné, mais j'aime me dire, se poser, ok, où est-ce que je me vois l'année prochaine sur un plan professionnel, sur un plan amical, on peut aller prendre quelques segments comme ça, sur un plan financier, sur un plan de vie, sur un environnement, sur un plan contributif aussi, des segments qui peuvent parler aux gens. Et de se dire, ok, dans un an, je me vois où? Je me vois où dans un an? Avoir une petite action projection. Et pour aller là-bas, ok, je peux m'appuyer sur quelles ressources? J'adore ça, moi. Je me dire, ok, il y a quoi en moi, autour de moi, tout de suite, qui peut m'aider, quoi. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent m'aider. Est-ce que je sais les voir? Donc prendre ce temps-là. Ouais. Puis après de se dire, ok, j'ai quoi comme limite aussi d'aller les regarder? Parce que peut-être qu'il y a des choses à enlever, à travailler. Tout tranquillement, comme ça. Et derrière, ça c'est la vision long terme, donc à un an. Mais après, je ramène moi tout à la journée, quoi. À la journée? Ouais, la journée. Pour moi, la base-temps de vie, c'est la journée. Et tu veux dire les routines que l'on met en place quotidiennement, ouais. Qui vont avoir un impact justement à la fin de l'année ou... Ouais. Et puis, est-ce que ce que je fais dans mes routines, ça vient nourrir ce putain un an? Tu vois, dans les process, chaque jour, on a toujours plein de décisions à prendre. Ou est-ce qu'il y a des actions dans ma journée qui vont dans ce sens-là pour atteindre ça? Pour aller nourrir. Ou est-ce qu'il n'y a rien, justement, j'ai des rêves, j'ai des envies, mais concrètement, si je suis honnête, il n'y a pas de... Je vais aller faire un marathon de Barcelone, voilà, et je ne vais pas courir. Tous les jours, je mange des crêpes et... Ou des churros. Et churros. et je cours pas, quoi. Il y a des super churros au Mexique, c'est pour ça qu'on rigole. Mais... Je suis en régime cétogène, donc les churros, c'est pas pour moi. Mais et vraiment, la base temps jour, pour moi, elle est hyper importante, et de se dire, ok, est-ce que je kiffe chaque jour? Et est-ce que je m'amuse? Est-ce que je prends du plaisir? Ou est-ce que je suis toujours dans le combat? Est-ce que je suis toujours dans la difficulté? Est-ce que je suis toujours dans le manque d'argent, manque de reconnaissance, manque d'amour, Et ça, ce sont pour moi des vraies questions qu'on peut se poser avec authenticité, honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes. On n'a pas forcément besoin d'être accompagné. Et là, tu me demandes de me présenter, donc je fais la belle copie, quoi. J'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était beau, j'ai gagné de l'argent. Oui, mais il y a eu aussi, j'ai été dans la merde, j'arrivais pas à me payer à bouffer, on galérait quand je faisais mon stage d'études à Annecy avec ma femme, on avait un frigo vide.
il y a eu des moments très durs. Mais est-ce qu'on est resté enfermé dans ces moments ou qu'est-ce qu'on a mis en place? Et d'aller voir cette base temps jour où on m'avait dit cette phrase, la vie elle est faite de journées, tu réussis tes journées, tu réussis ta vie. Alors ouais, on peut dire c'est simpliste, ok. C'est simpliste, mais quand on regarde des réussites ou quand on décortique des réussites, en fait c'est ces petites actions qui n'ont pas l'air ou qui ont l'air innocentes, mais mises bout à bout, ça fait toute la différence. Puis maintenant, on le sait, parce que vous avez des tonnes et des tonnes de contenu sur justement mettre ça en place. On vous dit que si vous faites les choses de manière consciente le matin, vous gagnez votre matin, vous gagnez votre journée. Le soir, votre routine du soir, vous gagnez votre soir, vous gagnez votre matin où c'est beaucoup plus facile. Et en fait, c'est qu'une succession de petites choses. Il y a une expression en Inde qui dit « Est-ce que tu sais comment on mange un éléphant tout entier ?» Morceau par morceau. Ouais, j'allais dire une bouchée après l'autre. Ouais. Voilà, une bouchée après l'autre. Ouais. Mais en fait, c'est tellement simple. Et moi, j'ai remarqué que les gens en fait négligent les choses simples. Ouais. Parce que les gens, on en a parlé avec Geoffrey, cherchent des secrets, cherchent des techniques compliquées, cherchent des choses. Et déjà, mettre en place ces choses simples, c'est pas évident au quotidien. Donc, une des clés, ce serait vraiment d'être dans l'humilité et de pratiquer justement ces choses simples régulièrement, de travailler sur ses routines, comme tu l'as dit, de connecter au pourquoi, etc. Et puis mettre cette énergie de simplicité, d'amour de soi, de l'autre, de la vie, de joie. Moi, des fois, quand j'entendais ça, et souvent quand je travaillais beaucoup, je disais mais qu'est-ce que c'est gnangnan, ils sont cool. Désolé, mais je me disais, ouais, tu vois, il y avait un côté, mais en fait, c'est tellement vrai, en fait. C'est que la vie est énergie, la vie est le rythme qu'on met, et si on sait faire un pas après l'autre, une heure après l'autre, faire des actions dans une bonne énergie, on a beaucoup plus de chances de rencontrer le succès que quand on fait ah bah dis encore, faut que je me lève, ah j'ai pas envie de me lever, puis j'ai cette réunion, puis je vais encore voir l'autre là, puis ben j'ai oublié de faire ce mail, tout est. Alors là c'est clair que tout est lourd. Tout est lourd. Tout est pesant. Tu attaques la même journée alors que tu t'es levé 30 minutes plus tôt, tu avais tes fringues qui étaient prêtes, tu as pu enchaîner comme en faisant des choses que tu aimes, tu as pu peut-être te mettre sur ton coussin, méditer un peu, lire un truc que tu avais envie de lire. Si tu avais peut-être dessiné, tu as pris un moment de dessiner, j'en sais rien, un truc qui te fait du bien dès le matin. Bah, tu commences, tu es heureux quoi. Ouais, je racontais ça l'autre fois quand on était grand Rex, toi et moi. Moi le matin, je commence à jouer avec mon chat. Pour n'importe qui, il joue avec son chat, ouais, mais moi je kiffe de jouer avec mon chat. Ouais, ça me fait du bien. Et des fois, avant de rentrer dans des grosses boîtes où c'est bien pénible, où il y a un peu de tension, et ben, pendant 15 minutes le matin, j'ai joué avec mon chat. J'ai médité, j'ai pris l'oxygène dehors parce que je suis allé marcher. Ben, maintenant que je sais faire ça, et ça fait pas 30 ans que je fais ça, c'est pas très vieux, que j'ai ces routines-là bien ancrées. Oui, je me sens d'attaque chaque jour pour une nouvelle journée, dans la joie. Et pourtant, ben, comme n'importe qui, la vie c'est une succession de défis. Hein. Mais est-ce qu'on a posé les bonnes bases pour aller chercher ces défis et prendre les défis comme ce qu'ils sont? Jusqu'alors, moi, on ne m'avait pas appris en tout cas. Donc je commence à l'apprendre, parce qu'à chaque fois, c'est bien beau là, de parler comme des livres, mais la vraie vie, elle se passe quand on a coupé la caméra et qu'on rentre dans notre hôtel, dans notre chambre, on a un mail qu'on n'avait pas prévu, avec une histoire d'une entreprise qu'on n'avait pas prévue, c'est peut-être ça qui va m'attendre. Et ben là, ce sera à moi d'être aligné avec ce que je raconte. Mais ça qui est important aussi, moi je le vois hein, dans mathématiques, souvent les gens me disent « Cédric, est-ce que tu t'énerves dans la vie de tous les jours ?» Bien sûr que oui, et heureusement que je m'énerve. Je suis un humain et je veux surtout pas être parfait, ça tu le sais. Bah ouais, Moi en fait je veux pas porter le masque et ce genre de choses,
La seule différence, c'est quand on met de la conscience dessus, quand on fait ce travail intérieur, ce travail personnel, et là je prends mon cas, ben ouais, je vais m'énerver, des fois je vais mettre de l'intensité pour avoir certaines choses, mais je reviens très rapidement dans mon centre. Et je peux même justement, tout à l'heure on parlait du Mexique, donc ça sert à rien de s'énerver, mais dans certains endroits, je peux même justement monter en intensité, mais consciemment comme un jeu, sans être prisonnier de cette énergie-là. Donc ouais, je m'énerve et je suis ok avec ça, 100%. Mais le fait de travailler sur soi, ça permet de revenir très rapidement. C'est un peu comme cette fameuse histoire, tu sais, que les bouddhistes racontent aux enfants, où deux bouddhistes, un ancien et un jeune novice, sont des moines errants, et à un moment donné, ils doivent traverser une rivière. Il y a une fameuse jeune fille, qui est une jeune fille de petite vertu, mais qui a besoin de traverser la rivière, et le moine le plus ancien la porte sur elle pour l'aider à traverser la rivière. Et en marchant vers le monastère, le novice, tu vois, il est dans ses pensées, il n'est plus aussi aligné, etc. Et arrivé à la porte du monastère, il n'en peut plus et lui dit « Maître, comment avez-vous osé porter cette femme de petite vertu ?» Et là, le maître, tout sourire, tout zen, tranquille, lui dit « Mais moi, j'ai déposé de l'autre côté de la rivière cette personne. Toi, tu la portes toujours. » Et voilà, pour finir. En tout cas, merci Greg pour ta générosité et surtout ton humilité. Avec plaisir. Vraiment, ce que j'adore, ouais, c'est vraiment cette simplicité. Je sais qui sont les clients de Greg, comment ils travaillent. C'est vraiment quelqu'un de très haut niveau, mais en même temps de très accessible, de très simple et qui ne porte pas de masque. S'il y a bien quelqu'un qui est droit, en tout cas, je crois que c'est pour ça qu'on est potes. Sinon, ce ne serait pas le cas. Merci pour ta générosité. Avec grand plaisir. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Je sais que tu es sur Insta. Et en plus, maintenant, donc un peu comme beaucoup mettent de l'énergie sur Instagram. Tu as YouTube, mais tu as un podcast. J'avais même participé une fois. Ouais, tu as participé, les gens ont adoré. On est présent vraiment sur LinkedIn. Ah oui, bah, je joue le truc des pros. Ouais, on est un peu dessus et on fait des articles. Un peu ou beaucoup? Ouais, on est dessus. Là, ça, vraiment près, donc LinkedIn. LinkedIn, ça marche. Insta, je rigole parce que c'est Agathe, mon bras droit, la directrice de GA Solutions, là, qui gère tout ça. Et j'ai fait ma première story tout à l'heure. Je suis nul à ça et puis ça m'intéresse pas, c'est vrai en plus. Mais c'est important, donc on est dessus. Voilà, c'est les deux trucs, LinkedIn et Insta. Et le podcast qu'on trouve sur notre site internet. Greg Harvis Solutions? Ouais, GA Solutions. GA Solutions. Oh, je vous mettrai les liens quelque part. Et en lien et en conclusion, et j'aime bien cette phrase par rapport à l'histoire des bouddhistes, on me disait, pareil, on avait donné cette phrase, elle est connue, mais je trouve que c'est un peu la synthèse de ce qu'on se raconte, que la vie, c'est pas tant ce qui nous arrive qui est important, c'est ce qu'on en fait. Et ça, je crois que c'est... en tout cas, moi, c'est juste avant l'interview, il m'est arrivé un truc pas agréable par rapport à la gestion de ma boîte. Et sur l'instant, comme tu disais, je suis monté en pression. Ok, j'en fais quoi en fait? Et quand on arrive à s'inscrire cette phrase dans notre quotidien, c'est un petit tips, c'est de se dire, ok, c'est pas tant ce qui m'arrive qui est important, c'est ce que je vais en faire. Et moi, aujourd'hui, c'est un des adages et toi, je trouve que en tout cas, tu es un de ceux qui m'inspire ça. Parce que merci. Je te connais bien, je te vois réagir souvent à tout ton environnement, et c'est inspirant. Donc, merci beaucoup. Merci Greg, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Suivez Greg sur LinkedIn, sur Instagram et likez ses stories. À bientôt. Et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. À très bientôt. Ciao. Merci Greg. Salut.